GPS, imagerie satellite, serveurs de données géographiques, applications de localisation sur téléphone mobile. En fait, l'informatique et les télécoms ont complètement transformé les technologies cartographiques. En plus, on observe la place grandissante qu'occupent les contributeurs volontaires pour accéder à ces savoirs géographiques. Eh bien, c'est cela qui m'a intéressé et que je voudrais aujourd'hui illustrer par quelques exemples. Pour commencer, regardons ce schéma. Voici un segment de territoire que nous allons traduire en information géographique. Les principaux éléments de sa topographie sont modélisés par des formes géométriques simples, par exemple les parcelles, les espaces bâtis sont représentés par des polygones, les routes par des lignes, enfin l'arrêt de bus est représenté par un point. Toutes ces formes géométriques sont géolocalisées, c'est-à-dire qu'à chaque point qui les compose correspond une coordonnée géographique, par exemple la latitude ou la longitude. On peut par ailleurs associer à ces géométries d'autres informations, comme le nom des rues, le type pour les bâtiments, ou encore les lignes de bus desservant un arrêt. Ainsi modélisés et renseignés, les éléments qui composent ce territoire sont enregistrés dans des bases de données informatiques. Eh bien, c'est la matière première des cartes du XXIe siècle. Alors comment procède-t-on pour saisir les coordonnées géographiques de tous ces éléments? Eh bien, soit en effectuant des relevés de terrain, ce qui est somme toute classique en cartographie, soit par photo-interprétation, c'est-à-dire en se référant à des images vues du ciel ou de l'espace. Car il y a eu la conquête spatiale, c'est la première révolution. Dès 1972, elle permet à l'humanité de découvrir des images de la planète bleue. La NASA et le US Geological Survey lancent le premier programme américain d'observation de la surface de la Terre, Landsat. Voici par exemple une vue de Dubaï prise dans les années 70, et puis en la comparant maintenant avec une vue satellitaire de 2012, outre l'expansion considérable de la ville, on peut noter d'étonnants projets d'îles artificielles, comme l'atoll The World. Au fond, par ces projets, c'est un petit peu comme si l'homme cherchait à être vu depuis l'espace. Deuxième révolution en 1983, c'est l'arrivée sur le marché du système américain, le GPS, le Global Positioning System, fonctionnant à partir d'un réseau de satellites, aujourd'hui au cœur des systèmes de navigation embarqués. Dès lors, des compagnies privées développent dans un but commercial des bases de données routières de grande précision et ils ont l'ambition de réaliser une couverture mondiale à destination du grand public. Mais l'élaboration et la mise à jour des cartes topographiques officielles demeurent néanmoins la mission d'institutions publiques professionnelles. Aux États-Unis, les cartes de US Geological Survey, en France, celles de l'IGN, ou au Japon, celles de la Geospatial Information Authority. Bien, alors nous allons voir maintenant comment Internet, en facilitant les échanges de données géographiques numériques, a permis l'émergence de nouveaux acteurs. Au tournant du XXIe siècle, on estime qu'environ 20% des requêtes sur les moteurs de recherche portent sur des lieux ou des adresses. Donc le marché est considérable. C'est pourquoi les Américains Yahoo, AOL, Microsoft, Google, le Finlandais Nokia, le Chinois Baidu ont chacun développé un portail cartographique en ligne, gratuit, mis à jour en temps réel. Sur le portail d'AOL, par exemple, il s'agit de manipuler des bases de données cartographiques mondiales à travers une interface simple, de manière dynamique et interactive. L'internaute peut connaître l'état du trafic en direct, il peut rechercher des services de proximité ou calculer un itinéraire. Eh bien, ces services sont une bonne illustration de ce qu'on appelle le web mapping. Dans ce panorama, Google s'impose rapidement comme leader, aidé par son moteur de recherche. Conjointement au lancement de son portail Google Maps, la société californienne propose de télécharger gratuitement Google Earth, une application qui permet la visualisation en 3 dimensions de données géographiques, notamment des images satellites et aériennes. Alors pour cela, Google acquiert des droits de diffusion auprès de multiples agences spatiales et cartographiques, par exemple la NASA ou l'IGN pour le territoire français. Pour donner plus de réalisme encore à ce globe virtuel, Google propose, à partir de 2006, d'afficher des bâtiments en 3 dimensions. Donc Google a l'idée alors de faire appel aux contributions des internautes. Chacun peut ainsi proposer d'ajouter des bâtiments qu'il modélise lui-même, qu'il s'agisse de sa propre maison,
ou d'un monument célèbre. C'est ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire utiliser les internautes pour créer du contenu. Pour l'anecdote, cette tour Eiffel, qui est visible actuellement dans Google Earth, est l'œuvre d'un internaute britannique passionné et non pas d'une source officielle. Cette démarche participative est à l'origine d'un autre projet de cartographie numérique, lui aussi lancé en 2005, et qui s'appelle OpenStreetMap, en abrégé OSM, dont vous voyez ici le logo. Alors comment est-ce que cela fonctionne? Chaque contributeur bénévole, professionnel ou amateur ajoute ses propres informations, en s'appuyant par exemple sur des images satellites ou aériennes, qu'elles soient publiques ou mises à disposition par des partenaires privés. D'autres formes de partenariat existent, comme par exemple aux États-Unis, où OSM a pu importer pour l'État de Géorgie les données d'occupation des sols grâce à la contribution des services fédéraux de l'USGS. Regardez cette animation qui retrace comment des contributeurs d'OSM ont progressivement cartographié Berlin entre 2005 et 2010. Alors vous voyez, OSM est une vraie communauté de cartographes. Elle crée et met à jour une base de données mondiale de grande précision, multilingue, entièrement libre de droit, sur le modèle de Wikipédia. En 2012, la communauté OSM compte environ 600 000 membres inscrits à travers le monde, mais en moyenne, seuls 20 000 membres contribuent de manière active chaque mois. Voici maintenant un site qui s'appuie sur OpenStreetMap. Vous voyez ici le quartier de Mitte à Berlin, où les internautes ont localisé des boutiques, des restaurants, des lieux publics, qui peuvent être soit non accessibles, partiellement accessibles ou totalement accessibles aux personnes en fauteuil roulant. L'ampleur sur le web du phénomène collaboratif a fini évidemment par intéresser la plupart des acteurs professionnels de la cartographie. En 2008, Google lance Google Map Maker, un nouveau service pour une mise à jour participative de ces données cartographiques. Vous pouvez voir sur ce site les contributions quasi en temps réel d'internautes du monde entier. Vous voyez se dessiner un tracé vectoriel dans le bas de l'image. Il s'agit en effet de la collaboration d'un internaute qui a ajouté les pistes d'un aéroport au Suriname. En haut, le visuel nous emmène dans une autre région du monde. Ici, par exemple, on indique une localité au Jammu et Cachemire, en Inde. Ici, il s'agit d'une école en Serbie. Ici, on a un bâtiment universitaire au Texas. Là, on a une zone d'habitation en Algérie. Ici encore, le tracé d'un chemin au Pakistan. Notons que la quasi-totalité des grandes villes pakistanaises ont été cartographiées par des contributeurs bénévoles. Alors quelle sera demain la carte de référence sur le web? Alors si pour les grandes villes comme Paris, Google Maps et OpenStreetMap affichent des données extrêmement détaillées, ni l'un ni l'autre ne propose encore une couverture complète et homogène du monde. Regardez maintenant la place de la République en travaux en 2012 à Paris. Sur Google Maps, en haut, les modifications de circulation ne sont pas prises en compte, alors que les contributeurs d'OSM ont été particulièrement réactifs. Eh bien, de manière plus générale, les emplois de ce qu'on appelle le web mapping sont multiples, très divers et de plus en plus utilisés par le public. Je voudrais m'arrêter maintenant, pour finir, sur un usage spécifique du web mapping aux situations de crise humanitaire à travers l'exemple d'Haïti. Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre de magnitude 7 frappe le pays et notamment la capitale Port-au-Prince. Plusieurs agences spatiales pointent alors leurs satellites sur le pays et en quelques heures, des nouvelles images de la ville sont mises en ligne et en libre accès. Plusieurs portails dédiés sont aussitôt mis en place sur le web pour centraliser et partager un maximum d'informations. Celui de Google est mis en ligne dès le lendemain de la catastrophe. On voit ici la localisation des principaux immeubles endommagés au lendemain du séisme et des premiers camps de sinistrés repérés par des internautes bénévoles grâce aux premières images satellites. La communauté OSM se mobilise aussi très rapidement. Alors qu'elle n'avait jusqu'alors que très peu cartographié Port-au-Prince, elle réussit à dresser en seulement 2 jours un plan détaillé et structuré de la ville à partir des images aériennes et satellites prises après le séisme. Ces données étant libres de droit, elles profitent à l'ensemble des acteurs sur le terrain, notamment aux ONG,
mais aussi, et c'est là que c'est plus intéressant, à la Banque mondiale et aux agences onusiennes qui les complètent à leur tour. Et elles continuent aujourd'hui à être mises à jour et à servir de référence pour la phase de reconstruction du pays. Alors il est difficile de savoir si les efforts de quelques cartographes bénévoles vont suffire à maintenir cette carte à jour et opérationnelle, mais dans le cas de Haïti, OSM a tout de même été capable de pallier l'absence de structure de cet État en mettant à disposition un outil cartographique collaboratif et totalement gratuit. Alors quel va être à l'avenir le support cartographique de référence sur le web? C'est la question que l'on se pose dans ce domaine d'activité, compte tenu de l'enjeu commercial, industriel, culturel et politique. Alors ça n'a rien de nouveau dans l'histoire de la cartographie, mais ce qui est nouveau, c'est comment va-t-on garantir la protection des données visualisables, qu'elles soient personnelles ou institutionnelles. Et là, ce n'est pas tout à fait clair. Alors si vous voulez revoir certaines de ces images qui sont étonnantes ou bien consulter vous-même les sites et les services que nous avons évoqués dans ce dessous des cartes, je vous renvoie au site arte.tv.